Je voudrais remercier Cité Philo pour cette invitation, vous remercier vous, Adèle Vendrette, et les Nouveaux Chemins de la Connaissance, et puis remercier aussi Souleymane Bachir Diagne, parce que c'est à son initiative que je suis ici ce soir et que nous pouvons dialoguer, je ne dirais pas débattre, mais en tout cas dialoguer sur la question du postcolonialisme et de l'universel. Alors c'est dans le cadre d'une étude justement sur le postcolonialisme sur 3 continents, parce que moi je suis anthropologue, je ne suis pas philosophe, donc j'ai étudié 3 sites de production qui se veut alternative par rapport à la philosophie, par rapport aux sciences sociales occidentales. Et l'un de ces sites, c'est le Codesria à Dakar, qui est une institution africaine qui ne recrute que des Africains et qui travaille sur l'Afrique, évidemment, et qui bénéficie donc de subsides étrangers. Et dans le cadre de cette institution, tous les chercheurs qui ont participé à la vie de cette institution, soit en y étant invités, en y résidant ou en intervenant dans les assemblées générales, etc., se sont efforcés de mettre sur pied ce qu'ils appellent un paradigme africain dans les sciences sociales. C'est-à-dire un paradigme alternatif aux sciences sociales occidentales, disons, pour aller vite. Et donc, Souleymane Bachir Diagne, qui est professeur à Columbia University, comme vous le savez, mais a participé à la vie intellectuelle, à la recherche, à la vie de recherche de cette institution. Et c'est dans ce cadre que j'ai été amené à étudier ces œuvres. Identifié et essentialisé comme oral, et que si on s'interroge sur la tradition philosophique, l'activité philosophique sur le continent africain, il faut savoir tenir compte de l'histoire d'une érudition écrite en Afrique de l'Ouest, dans les terres islamisées, disons pour aller vite, en Afrique orientale également. C'est parce que le débat sur la philosophie africaine a fortement porté sur l'oralité. À un moment donné, les philosophes africains ont débattu pour savoir si l'oralité pouvait être porteuse de réflexion philosophique, dans la mesure où l'oralité, c'était plus une affaire de mémoire, de transmission, qu'une activité critique de discussion. Et j'interviens dans ce débat en disant, mais si, tant qu'à faire, pour regarder l'histoire intellectuelle de ce continent, il faut voir sa tradition islamique. J'ajoute d'ailleurs que c'est une démarche que l'on trouve chez Jean-Louis Amsel. Jean-Louis Amsel a coécrit un travail sur Delafosse, où il reproche à l'approche de la vie intellectuelle en Afrique d'être ethnologisée et désislamisée, et il appelle effectivement à tenir compte de cette tradition-là. Maintenant, en revanche, le point sur lequel nous sommes en désaccord, c'est que le Codesria est bien ce qu'il en dit. Sa naissance a correspondu effectivement à une volonté de centrer le débat africain sur des problématiques qui n'étaient pas des problématiques exogènes. Maintenant, la formulation consistant à chercher une approche, un paradigme qui serait proprement africain dans les sciences sociales, je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Donc, sur ce plan-là, nous avons beaucoup moins de différences, si vous voulez, que le parcours, le tableau qu'il présente des acteurs du Codesria le laisserait supposer. Il y aurait, disons, une divergence entre Souleymane Bachir Diagne et moi, c'est à propos de la philosophie orale, parce qu'il a écrit un livre sur Senghor dans lequel il dit que la philosophie africaine, c'est ce qui s'exprime dans la statuaire africaine. Et alors moi, je me pose la question de savoir si on dit que la philosophie africaine s'exprime dans la statuaire africaine, alors à ce moment-là, il y a de la philosophie partout et il n'y en a nulle part. C'est-à-dire, au fond, mais ce n'est pas un problème spécifiquement africain ou relié à l'Afrique, mais on peut dire à ce moment-là que la philosophie, c'est ce qui s'exprime aussi dans la sagesse des nations, par exemple. Et on voit, par exemple, en France, toute une série de philosophes, je ne sais pas, Luc Ferry, André Comte-Sponville, Michel Onfray, qui font de la philosophie populaire, c'est-à-dire qui écrivent sur le bonheur, sur l'amour, etc. Pour moi, ça, c'est pas de la philosophie. Donc, ça n'a rien à voir avec un débat Europe-Afrique ou Occident-Afrique. C'est plutôt la question du statut de la philosophie. De même, la philosophie bantoue, telle qu'on la trouve dans le livre de Placide Tempels, le missionnaire belge néerlandophone, pour moi, c'est une invention européenne, parce que c'est lui qui a codifié
cette philosophie bantoue, de même que Marcel Griaule, dans Dieudo, a co-inventé, je ne dirais pas que c'est une invention de l'Afrique à la manière de Mundibé, c'est plutôt une co-invention de Obetemeli et de Marcel Griaule qui ont produit quelque chose de très séduisant d'ailleurs, moyennant ce que vient de dire Souleymane Bachir, en évacuant totalement l'influence musulmane sur la pensée. La thèse selon laquelle comprendre Senghor, la meilleure clé pour entrer dans Senghor, c'est de dire que sa philosophie est esthétique de part en part et que même quand il parle d'épistémologie, en réalité, il est en train de tenir un discours esthétique et ce discours esthétique lui a été dicté dès ses premières œuvres par la posture herméneutique, la posture interprétative qui était la sienne, placée devant les arts africains. La thèse première de Senghor, l'intuition première de Senghor autour de laquelle toute son œuvre tourne, c'est que ces arts nous disent quelque chose, que ce discours est philosophique et qu'il s'agit de le déchiffrer. Et c'est une lecture que je propose de Senghor, ce n'est pas une déclaration générale sur ce que serait la philosophie africaine. La conversation que nous avons eue, vous et moi d'ailleurs, montre que de la philosophie africaine, je suis tout à fait sceptique. C'est suffisamment élevé dans ses disciplines et dans ses exigences pour ne pas avoir des à peu près et des approximations qui consisteraient à penser qu'on peut dégager une philosophie collective qui dirait l'essence d'un peuple. Donc sur ce plan-là, on est d'accord. On n'est pas d'accord, en revanche, sur la lecture de Senghor. J'ai dit, et je le répète, le langage de Senghor est un langage essentialiste. Quand il dit les nègres d'une part, les albo-européens de l'autre. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de la figure de Pénélope. Un langage essentialiste qui se défait de lui-même. Senghor est un être profondément contradictoire. Il le reconnaît dans sa correspondance à la fin de sa vie, quand il dit à sa biographe américaine, Jeannette Vaillant, « Vous avez souligné mes contradictions, elles sont là. » En effet, les contradictions, ce sont des choses qui se déroulent dans l'espace de toute une vie, et c'est seulement vers la fin de sa vie qu'on aperçoit la manière dont ces contradictions peuvent s'expliquer et, d'une certaine façon, entrer en symbiose, entrer dans une sorte de réconciliation, tout en maintenant leur caractère absolument contradictoire. Pourquoi je dis cela? Votre approche, la manière dont vous récusez le concept de métissage, je suis encore une fois d'accord avec vous. Ce que vous dites du fait que le métissage, dire métissage, ça semble dire qu'il y a des entités préconstituées qui se rencontrent et qui fabriquent des métisses. Alors que vous proposez de le remplacer par le concept de branchement, et se brancher, au fond, je peux me brancher sur mon identité musulmane, me brancher sur mon identité d'intellectuel parlant anglais, d'intellectuel parlant français, etc. etc. J'en suis d'accord. Senghor, encore une fois, qu'il faut lire et de manière précise, et c'est ce que j'essaie de faire, va plus loin encore. Senghor est un penseur du métissage, au moins autant qu'il est un penseur de la négritude. Il n'a pas arrêté de célébrer le métissage et il le célèbre de la manière suivante. Il dit, parlant de Gaston Berger, chacun doit être métis à sa façon. Ça veut dire qu'il va encore plus loin que l'idée simplement que le métissage ne saurait être la rencontre d'entités établies et d'essences fixes. Il dit le métissage est un devoir-être, c'est-à-dire que c'est un devoir éthique. Être métis, ce n'est qu'un accident. Deux personnes d'origines différentes se sont rencontrées, se sont aimées, et j'en suis le produit, certes. En revanche, dire qu'il y a un travail éthique de devenir métis dans ma manière d'approcher les choses, d'embrasser le pluralisme, et d'embrasser d'abord et avant tout le pluralisme qui me traverse de toutes parts, les branchements ou les flux, si on veut parler le langage de Deleuze, ça, je crois que c'est très fortement exprimé quand Senghor dit « chacun doit être métis à sa façon », et voilà le genre de choses sur lequel je mets l'accent. Ce propos-là défait, encore une fois, le caractère essentialiste d'un propos qui diviserait le monde en des albo-européens et en des nègres. Et d'ailleurs, il faut comprendre pourquoi Senghor, les grands nègres de Senghor, c'est Rimbaud, c'est Claudel, ben oui, c'est Bergson, c'est Peggy. Je ne sache pas que ces gens-là soient noirs. Et par conséquent,
La lecture que je fais de Senghor consiste à dire, si on le lit attentivement, et si derrière le langage essentialiste, on voit également ce qui vient le défaire, et ce propos central, le devoir être métis, le devoir éthique et intellectuel d'être métis, à ce moment-là, on comprend qu'on n'a pas besoin d'être noir pour être nègre.